Ça y est, et j'ai fini. Ah oui, vous parlez très fort là. Et vous avez fini quoi? Bah, ma première musique de film. Ah d'accord, là, waouh. Et c'est pour quel film? Non, mais ça, c'est pas important. Écoutez, là. Et voilà. Ah oui, c'est court. Ah oui, non, mais ça, c'est parce que c'est de la musique minimale. Minimaliste, vous voulez dire? Ouais, monsieur minimaliste. Et vous êtes sûr de savoir ce que ça veut dire, minimaliste? Bah, bien sûr. Alors, composer une musique, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, même une musique minimaliste. Alors venez, je vais vous présenter quelqu'un dont c'est le métier. Capable de transformer la simplicité en émotion pure, Alexis Egui, je crois qu'on dit Alexei. Alexei Egui compose avec une force dramatique saisissante. Il a l'air drôlement sympa. Et il est aussi drôlement doué, très prolifique et virtuose du violon, sa musique se distingue par une intensité contenue mais poignante. D'accord, mais c'est quoi au fond pour lui un compositeur de musique de film? C'est le troisième auteur, comme on dit dans le film, donc réalisateur, scénariste et compositeur. Donc c'est vraiment quelqu'un important dans le film. Il faut bricoler pour faire la bonne musique de film. Et donc c'est un métier à part. Un métier à part, un peu comme son parcours, non? C'est vrai que la jeunesse d'Alexei dans la Russie des années 70 lui a forgé un bagage musical très singulier, aux influences très variées. On a eu des compositeurs géniaux en Russie qui composaient pour les musiques de film, à commencer par Shostakovich, Prokofiev, pour Eisenstein. Et après, c'était Schnittke, Sofia Gubaidulina. Après, comme j'étais ado, j'ai découvert hard rock, heavy metal, parce que c'était l'ouverture de l'ex-Union soviétique. Après, j'ai découvert rock progressif, des choses comme King Crimson. Après, je suis allé vers avant-garde, musique comme Dirt Ligeti. Et après, j'ai découvert un peu d'autres univers comme Arvo Pärt, aussi la musique des compositeurs minimalistes américains. Des compositeurs américains tels que John Cage. John Cage, bien sûr, je vois pas du tout qui c'est. Musicien mais aussi expérimentateur, John Cage a cherché à démontrer que tout pouvait devenir musique, même le silence. J'adore ce morceau, mais il faut pas l'écouter trop fort. Dans sa pièce conceptuelle la plus célèbre, intitulée 4:33, aucun instrument ne joue. L'idée, c'est que ce soit les sons environnants qui composent l'œuvre musicale. Oula, ça a dû faire beaucoup de bruit un concept comme ça. Une révolution dans l'histoire de la musique qui va profondément marquer Alexei, au point de choisir 4:33 comme nom pour son groupe de musiciens. Quand j'ai créé l'ensemble, j'ai pas pensé au cinéma encore. On a pensé faire plutôt jouer la musique minimaliste, donc les compositeurs américains, Morton Feldman, Earl Brown, Terry Riley, on a joué plusieurs fois à INSI. Et petit à petit, j'ai dit, bon, pourquoi pas de décrire pour mon propre ensemble, donc j'ai commencé plus d'écrire, et l'ensemble m'a poussé de faire plus de musique. Et donc c'est là forcément qu'il a commencé à composer de la musique minimaliste. Alors oui, mais enfin pas tout à fait. Il y a des choses répétitives dans ma musique, on peut dire oui, il y a un côté minimaliste, mais pas toujours. Non mais attendez, je suis perdu là. Musique minimaliste, musique répétitive, c'est quoi la différence? Déjà, la terminologie, c'est pas bien, c'est mal fait. Je pense que c'est Michael Nyman qui donnait cette nom à la musique, parce que c'est plutôt répétitive, pas minimaliste. En réalité, les deux termes désignent un peu la même famille musicale. C'est en France que l'on parle de musique répétitive, là où partout ailleurs, on parle de musique minimaliste. Faut toujours qu'on fasse les malins, c'est fou ça. Enfin, toujours est-il, que ce soit de la musique répétitive ou minimaliste, la technique de composition reste la même. On utilise peu de notes. Pas du tout, on utilise une répétition de notes et aussi des variations progressives. D'accord, mais enfin, on n'entend pas beaucoup de musique comme ça au cinéma. Hein. Détrompez-vous, on peut citer Philip Glass, qui fait beaucoup de BO dans ce style. Et aussi bien sûr Alexei Egui. J'aime bien aller vers des choses assez dramatiques. C'est souvent, quelqu'un peut dire déprimant, je dis
un peu tragique et tout ça. Je pense que c'est un truc slave, en tout cas, qui émotionnel. C'est un truc qui sort. Même si on veut pas, si on veut jouer un truc plus joyeux, on n'arrive pas. C'est vrai que chez Alexeï, la musique semble toujours porter une forme de tension, aux accents parfois sombres et souvent mélancoliques. C'est superbe, mais enfin il doit pas faire beaucoup de comédie. Hein. Bon, c'est très rare que je fais ça, mais parfois j'aime bien me lâcher, faire des choses un peu bizarres. Plutôt à l'aise dans tous les styles, Alexeï. Hein. Il manie en effet aussi bien la légèreté que la profondeur. D'ailleurs, dans le film La Vérité du réalisateur japonais Kore Eda, il livre une partition mêlant drame et comédie. Kore Eda, il a vraiment voulu un truc très léger et mélodique, je pense. Parce que c'était tout traduit de japonais à français, mais c'était très sympa. Pour lui, c'était important le contact humain avec le compositeur. Autre collaboration majeure dans le parcours d'Alexeï, celle avec le réalisateur haïtien Raoul Peck. Raoul Peck, on a fait, je crois, 10 ou 11 films, c'est énorme. C'était très différent, c'était des documentaires, fiction, et même une série. Réalisateur très engagé, Raoul Peck s'investit corps et âme dans ses travaux souvent très militants. Ah, on quitte un peu la légèreté, je crois là. Aussi exigeant dans son propos que dans sa mise en scène, Raoul Peck ne laisse rien au hasard, pas même la musique, qu'il retravaille inlassablement avec Alexeï. Lui, parfois, il dit non. S'il n'aime pas quelque chose, il t'appelle le soir en disant « C'est quoi ça? Je ne comprends pas. » Alexeï, il dit Alexeï. Si pour Raoul Peck, la musique d'Alexeï crée une gravité qui fonctionne souvent comme une nappe émotionnelle, pour Pascal Bonitzer, elle se veut la plupart du temps plus contemplative et mélancolique. Avec Pascal Bonitzer, on a fait 6 films, je crois. Il donne beaucoup de liberté. Il dit, vas-y, débrouille-toi. Et après, il dit non. Il dit oui. Il dit je sais pas. Donc, parce qu'il ne parle pas beaucoup, donc après c'est moi qui dois deviner qu'est-ce qu'il faut faire. Il doit plutôt viser juste, hein, vu le nombre de films qu'ils ont fait ensemble. En effet, les compositions d'Alexeï portent une mélancolie fragile et raffinée, qui s'accorde bien souvent avec les personnages de Bonitzer, dont les émotions sont rarement exprimées frontalement. Attends, mais je viens de vérifier là, ils ont récemment collaboré 2 fois coup sur coup. Absolument, il y a d'abord eu Maigret et Le Mort amoureux, et ensuite Victor, comme tout le monde. C'était vraiment 2 mondes différents. Le premier, c'était classique littérature française. Même si je ne connais pas trop les anciens films Maigret, tu comprends comment composer assez rapidement. L'autre, c'était un film très particulier. Au départ, ce n'était pas le film de Pascal Bonitzer, c'était Sophie Fillière qui est décédée. C'était son film et donc Pascal l'a le pris et l'a tourné. Au départ, seule de la musique classique devait être utilisée dans ce film. Et puis finalement, Bonitzer n'a pas pu se passer de son compositeur fétiche. C'était que piano, je crois, peut-être avec 1 ou 2 instruments. Dans les musiques utilisées, donc genre sonate pour violoncelle et piano. Et je commence à écrire, elle dit une petite quartet, clarinette, un petit orchestre. Bon, moi j'aime bien les cordes, je sais les mettre partout. D'un film à l'autre, d'un univers à l'autre, Alexeï compose, s'adapte et se transforme. Mais derrière cette diversité, il y a aussi un équilibre à trouver entre créer pour les autres et suivre ses propres aspirations. Comme je fais de la musique de film, ça me manque de la scène. J'ai envie d'aller jouer à des concerts. Et si je joue que les concerts, ça commence à me manquer de me mettre comme quelqu'un qui travaille pour les autres. Parce que ça donne beaucoup de choses qui te poussent de sortir de toi-même, faire musique que tu ne vas jamais écrire s'il n'y a pas un film qui te permet de faire ça.
Bah dis donc, ça donne envie d'écouter son travail, hein. D'ailleurs, par quoi on peut commencer? Bah, on peut écouter par exemple Victor comme tout le monde pour le côté mélancolique. On peut écouter aussi Orwell 2 + 2 = 5 de Raoul Peck, très dramatique, plus sonnerie moderne, il y a des clusters, il y a des choses qui grattent. Troisième, peut-être pas la musique de film, mais un album avec mon groupe Ensemble 433, peut-être un CD avec basse batterie, un peu musique un peu hybride, par exemple le CD qui s'appelle Palimpsest. En tout cas, une chose est sûre, que ce soit sur scène ou au cinéma, la musique d'Alexei, elle laisse pas indifférent. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale, j'espère que ce format interview de compositeur vous a plu. Oh, moi ça m'a déprimé. Ah, carrément. Et pourquoi ça? Bah, vous venez de me prouver que j'ai encore un tout petit peu de boulot avant de boucler ma première musique de film. Il va falloir vous y faire, car d'autres rencontres arrivent très bientôt, avec toujours autant de musique, de cinéma et de compositeurs talentueux. Attendez, mais ça veut dire que je vais apprendre plein de secrets de composition, là? Exactement, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ah, mais je le fais de ce pas. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à me donner votre ressenti dans les commentaires. En toute objectivité, j'adore ta vidéo et j'adore ce que tu fais. S'il te plaît, continue. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma.